Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Il y a quelques jours, le jeune Gouaric Landry était de retour sur son île. Il a eu un parcours exceptionnel, il est devenu le plus jeune pilote commercial d'Europe et il nous fait l'honneur d'être sur notre plateau ce soir. Bonsoir Gouaric. Bonsoir Canal 10, bonsoir la Guadeloupe. Merci de votre venue. Du coup, vous avez, il y a tout juste quelques mois, on a appris la nouvelle. Vous êtes devenu le plus jeune pilote commercial d'Europe. Qu'est-ce que cette annonce, qu'est-ce que ça vous a fait de pouvoir avoir ce titre, enfin, après plusieurs années de travail? C'est avant tout un honneur pour la Guadeloupe, j'espère, puis pour ma famille, mes parents, mes proches, mes amis, mes professeurs qui ont été là tout au long de mon parcours, qui m'ont supporté parce que c'est grâce à eux aussi. Et puis moi, quand j'ai commencé l'année dernière, c'était pas forcément pour battre des records ni pour faire autre chose, c'était juste pour avoir les diplômes, les licences qu'il faut aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec toute ma promo, on les a eues et c'est ce qui me fait plaisir particulièrement. Très bien. Donc on revient un peu sur votre parcours. C'est peut-être aussi un peu tôt souvent, parce que vous êtes le plus jeune. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas... On commence pas aussitôt un parcours comme celui-ci. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer tôt et à commencer à piloter aussi jeune? Donc moi, j'ai connu l'aviation, j'ai découvert l'aviation assez tôt parce que j'habite au Récé, juste à côté de l'aéroport. Donc moi, étant petit, j'ai rapidement été impressionné, intéressé par les avions parce que c'est gros, ça fait beaucoup de bruit et moi, en tant que jeune, ça m'avait fasciné et donc ça m'a donné envie de faire pilote. Et moi, étant pressé tout le temps, j'ai dit bon, il faut que je commence le plus tôt possible. Et pour commencer à piloter, entre guillemets, il n'y a pas d'âge. Mais pour passer la première licence, qui est la licence de pilote privé que j'ai passée aux ailes guadeloupéennes, toujours au Rézé, il fallait minimum 17 ans. Donc à 15 ans et demi, j'ai commencé à piloter. Puis un an plus tard, j'ai passé la licence. Et pour obtenir la licence de pilote commercial que j'ai passée il y a un an, justement à Perpignan, l'âge minimum c'était 18 ans. Donc je les ai passés à 18 ans et 8 mois. Très bien. Quand vous êtes revenu il y a quelques jours en Guadeloupe, vous avez été interviewé par un journaliste de Canal 10 et vous disiez que vous aviez en fait hâte de pouvoir piloter en Guadeloupe. Vous, votre rêve, c'est de pouvoir piloter donc sur les lignes en Guadeloupe. Pourquoi vraiment vouloir rester sur... Est-ce que vous voulez aller voir plus loin? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir toujours vous travailler pour la Guadeloupe? C'est surtout ça qui est important. Moi, j'ai toujours vécu en Guadeloupe. J'ai pas forcément connu autre chose, même si je suis allé en métropole cette année pour la formation. Je n'avais pas découvert autre chose avant. J'ai appris à piloter en Guadeloupe, donc il y a quand même quelque chose qui me rattache, j'ai l'impression, à l'île, les Antilles en général. C'est un cadre très joli pour voler. Donc pour commencer, j'aimerais bien débuter en Guadeloupe et puis par la suite, au fur et à mesure, voir comment ma carrière pourrait évoluer et peut-être partir plus loin. Mais pour l'instant, débuter en Guadeloupe, travailler pour la Guadeloupe, justement, ce serait mon plaisir. Vous faites partie du coup de ces jeunes qui justement, même s'ils vont étudier outre-Manche, vous revenez quand même. Pour vous, ça vous tient vraiment à cœur de garder cet attachement à la Guadeloupe. C'est ça, justement, je sens que je suis rattaché en quelque sorte à la Guadeloupe. Et puis je suis arrivé à Perpignan l'année dernière. J'avais déjà envie de rentrer en Guadeloupe. Et pendant toute l'année, je me suis dit que je vais me dépêcher pour pouvoir rentrer chez moi le plus vite possible. Et c'est chose faite aujourd'hui, donc je suis vraiment content. Et pendant tout ce parcours, vous avez été accompagné par vos parents, par votre famille. Je suppose qu'ils sont très fiers de vous, du jeune homme que vous êtes devenu, puisqu'ils ont pu voir votre rêve évoluer. Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui m'a suivi tout au long de la formation. Il est venu à Perpignan avec moi, vu qu'il est rentré à la retraite l'année dernière. Donc, il m'a aidé mentalement ou même physiquement, parce qu'il était là à Perpignan avec moi. Et puis, mes parents, ma mère... Elle a toujours su aussi que je voulais faire pilote, donc quand elle a vu que ça s'est réalisé, je pense qu'elle était plus contente que moi. Et voilà.
Bon, mais c'est vraiment beau de voir votre parcours, de voir votre famille, mais aussi d'autres personnes qui vous soutiennent. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, nous, c'est un plaisir également de vous recevoir ce soir. Je vous remercie de votre venue et je vous souhaite vraiment un très beau parcours et une très belle continuation. Merci beaucoup. Et puis aussi à toutes les personnes qui m'ont supporté tout au long de mon parcours. Même en arrivant ici, toutes les équipes de Canal 10 et même ça a commencé dans l'avion, l'accueil avec l'équipe d'Ancaraïbes qui m'a offert un cadeau. Ils m'ont tous motivé quand je suis sorti de l'avion. Donc ça m'a fait plaisir aussi également. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Dans un communiqué publié ce matin suite au mouvement de grève nationale des médecins libéraux annoncé ce vendredi 13 octobre, l'ARS rappelle les bons réflexes avant de se rendre aux urgences. Pour lutter contre l'engorgement des services des urgences, l'Agence régionale de santé informe qu'elles sont réservées aux cas les plus graves et indique qu'avant de se rendre aux urgences, il est demandé de contacter le 15 ou le 114 pour les personnes malentendantes. Après une mobilisation de plusieurs jours et une discussion tardive avec le préfet de Guadeloupe, les chasseurs obtiennent la réouverture de la chasse. Hier soir, la Fédération départementale des chasseurs a gagné son combat face à l'interdiction prononcée depuis le 25 septembre dernier. En attendant la signature de l'arrêté par le préfet Xavier Lefort, les chasseurs se réjouissent de cette nouvelle, mais le président de la fédération s'inquiète concernant le contenu de cet arrêté. Un reportage d'Olivier Félix. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un chasseur qui parle. La victoire, c'est d'avoir convaincu le préfet qu'il fallait reprendre un arrêté et qu'il fallait faire un pourvoi en cassation contre la décision du juge. De ce point de vue-là, c'est une victoire. S'agissant de la teneur et du contenu même de l'arrêté, nous verrons bien ce que le préfet décide, c'est lui qui décide. En tout cas, nous avons présenté les arguments en faveur d'un maintien pur et simple des dispositions qui avaient été arrêtées en juillet dernier. Voilà, donc victoire, oui, nous avons été entendus. Savoir si l'arrêté sera conforme à nos attentes, je ne peux pas le dire au moment où je vous parle, puisque l'arrêté devrait sortir début novembre. Nous sommes très, très satisfaits. Moi, ça fait 60 ans que je chasse. Et plus ça va, plus je vois que ces gens-là qui viennent de l'extérieur dégradent la situation des chasseurs. Et il y a un point de vue que beaucoup de gens ne prennent pas en considération, l'aspect économique de la chasse dans le département de la Guadeloupe. Nous avons des anti-chasses contre nous qui se disent écologistes. S'ils étaient vraiment écologistes, ils se soucieraient de ce qu'on n'a plus de graines en Guadeloupe. Parce qu'on a détruit les arbres à baies. D'une part, par les lotissements qu'ils ont fait il y a une quarantaine d'années, là où il y avait des baies, et ensuite avec les plantations de mahogany qu'a organisé l'État avec l'ONF sur les forêts du littoral, qui fait que maintenant, quand il n'y a pas de gommiers ou certaines graines, eh bien, les ramiers, ils viennent et ils repartent. Donc on accueille cette décision très favorablement, on s'était mobilisé pour cela et on espère que on arrêtera d'être embêté par ces anti-chasses. La chasse va ouvrir. Dans quelles conditions, au moment où je vous parle, je n'en sais rien. Bien sûr que nous sommes confiants et il n'était pas question de ne pas se battre pour cette réouverture. Nous avons fait tout ce que nous avions à faire pour en favoriser l'arrivée. Donc nous attendons sereinement la décision de M. le Préfet, qui est la seule autorité compétente en matière de chasse sur la Guadeloupe. Dans le cadre de la journée de la résilience, le GIP RASPEG organise en partenariat avec Émergence Secourisme des journées d'action et de formation à la gestion des risques et des urgences et des risques majeurs. L'occasion de permettre aux usagers d'apprendre les gestes de premier secours ou encore à évacuer une zone en cas de risque. Un reportage de Michel Depape. Aujourd'hui, Émergence Secourisme Guadeloupe est présent ici au GIP RASPEG, avec qui nous avons un partenariat, pour sensibiliser les populations aux gestes qui sauvent dans le cadre de la Journée nationale de la résilience. Dans cette sensibilisation, nous avons ajouté également la prévention aux risques majeurs. Comment préparer un kit de survie? Souvent, les populations confondent la trousse de secours avec le kit. Préparer un plan d'urgence familiale,
Ce matin, personne n'avait de plan d'urgence familiale. Comment évacuer en fonction des différents risques et aussi comment organiser un plan d'urgence de quartier ou un plan d'urgence en entreprise. L'idée, nous avons rassemblé l'ensemble des acteurs, beaucoup dans les communes qui interviennent particulièrement sur les risques de tout genre, de manière à permettre à la population en relais, ils sont en formation, en relais, revenir sur les gestes qui sauvent, revenir sur le quotidien d'un environnement indispensable où la notion de sécurité doit primer. Et nous permettre d'avoir des relais également, en fait, l'idée c'est bien cela, nous permettre d'avoir des relais en territoire, incitant aux gestes qui sauvent, en rappelant les numéros d'alerte, des numéros qui permettent d'aider les personnes en situation de vulnérabilité et revenir un petit peu sur toute la pratique, toutes les formations, tout ce qui touche à la sécurité au quotidien pour les personnes vulnérables, les aînés, les enfants, mais également pour la population d'une manière générale dans le cadre de la sécurité. Nous avons pensé que ce serait le bon moment pour refaire le point sur la qualité des messages à diffuser aux populations en cas de difficulté, pour être encore mieux préparés. Vérifier qu'on ne puisse pas faire mieux en termes de communication et surtout continuer cette mobilisation parce qu'elle est de tous les instants. Elle ne doit pas être uniquement de rigueur pour la journée de la résilience ou de la sécurité, mais ce sont des actions qu'il appartient aux collectivités d'instaurer de proche en proche afin que dans tous les quartiers, chaque Guadeloupéen ait conscience de ses responsabilités vis-à-vis des risques avec lesquels nous devons apprendre à vivre. Pour parler de la chlordécone en confrontant différentes voix et opinions, l'IREPS se tourne vers le numérique et s'ouvre au contenu audio. Ce matin à Jarry, le podcast FAP a été présenté à la population. Ce projet, en lien avec le programme Titiri sur la pêche et la chlordécone, abordera les différentes questions liées aux pesticides et à ses conséquences en termes de santé et d'environnement. Reportage. Aujourd'hui, nous sommes au lancement du podcast FAP, donc le premier podcast qui parle de chlordécone. Et nous sommes au Café Papier, voilà, pour présenter ce projet à la population et parce qu'on espère qu'il sera largement diffusé par les médias. C'est un projet qui voit le jour après un an de travail, un an de collaboration avec l'IREPS Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc l'idée, c'est de produire en fait un nouveau média qui apporte le sujet de la chlordécone différemment et qui permet de s'informer au fil des discussions avec les invités. Donc il y a 6 épisodes et ils seront disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, etc. dès aujourd'hui. L'IREPS en fait a pour mission d'informer la population sur la chlordécone à travers 2 programmes, donc qui sont des programmes de promotion de la santé, Jaffa et Titiri. Et le programme Titiri a mis en œuvre le projet FAP, donc le projet de podcast, pour aller plus loin, pour répondre aux questions de la population, informer et vraiment avoir une démarche transparente, sans langue de bois, discuter des différentes thématiques qui préoccupent la population. Le podcast va croiser plusieurs opinions, donc on a plusieurs invités qui vont parler de leur santé, du cancer, qui vont parler aussi des médias. Pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas plus sous un certain angle? Est-ce qu'il faut en parler un peu plus? Qui vont parler aussi du rôle et de la responsabilité de l'État, de la justice, de comment s'approvisionner. Voilà, toutes ces questions sont parcourues à travers le podcast. Pour mettre en avant la filière du BTP auprès des demandeurs d'emploi, le Pôle emploi Guadeloupe et Île-du-Nord organisent la 3e édition de la Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics. Pendant 2 journées, le public a pu découvrir les métiers, les formations et les emplois disponibles sur le territoire. Aujourd'hui, les ateliers immersifs Batibox se sont arrêtés à Basse-Terre pour permettre aux demandeurs d'emploi de se familiariser au métier par la pratique. Un reportage d'Olivier Félix.
Il est important pour nous, oui, d'être acteurs sur ce secteur du BTP, puisque tout comme au national, c'est un secteur qui a des besoins où il faut que les demandeurs d'emploi puissent se projeter. Et c'était l'objectif de cette journée, donc d'être dans la découverte des métiers. Formatec est un opérateur majeur dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle. Donc c'est tout naturellement qu'à l'initiative de Pôle emploi Basse-Terre, nous avons répondu à cette journée de présentation de nos formations. Nous sommes partis, bien sûr, des demandeurs d'emploi inscrits. Il y a aussi des demandeurs d'emploi qui ont été informés et qui se sont présentés spontanément et qui ont été accueillis sur les différents stands qui ont été mis en place avec Formatec. Nous avons essayé de proposer des formations qui démarrent assez rapidement, qui proposent aux visiteurs une perspective de démarrage et de formation immédiate. Donc nous avons coffreurs-bancheurs, nous avons intervenants en termes d'installation thermique et sanitaire et nous avons également charpentiers. Beaucoup d'entre eux ont adhéré à cette manifestation parce alors c'est vrai qu'on a d'abord promu cette journée auprès des demandeurs d'emploi qui avaient manifesté un intérêt pour le BTP. Donc ils ont pu avoir des réponses concrètes en pouvant s'inscrire, se préinscrire en tout cas sur des sessions de formation. Mais c'est aussi de leur permettre de se projeter, de leur permettre de se reconvertir aussi, de pouvoir donc voir comment ils peuvent évoluer professionnellement. Et donc oui, ils étaient très contents de participer à cette manifestation. Vous savez, le monde de l'emploi en Guadeloupe est en pleine évolution. Le monde du BTP évolue après la crise que nous avons connue. Donc la demande, elle est partout. Formatec essaie de se positionner sur tout le territoire. Donc nous proposons 2 lieux, effectivement, Jarry, où il y a une forte densité de demandeurs, mais également Basse-Terre, pour une question de proximité. C'est à nous aussi d'être au plus près des demandeurs et de leur donner des solutions logistiques pour avoir moins de déplacements, de créer des zones de cours, des plateaux techniques qui leur permettent d'allier, de venir au plus vite sur le lieu d'apprentissage. L'objectif est bien sûr de renouveler ce type d'action donc sur tout le territoire, puisque Basse-Terre a été pionnier donc suite à une boîte à challenge qui a été mise en place donc dans le secteur du BTP, donc de mettre en action ce qu'on a appelé les bâti-box et de pouvoir donc aussi se projeter dans la. Pour permettre l'accès aux informations et aux droits, les services publics se rendent aux côtés de la population. Sur la place tricolore de Sainte-Rose, le France Service Tour a réuni ce matin ces différents organismes partenaires. L'occasion de répondre aux nombreuses questions des administrés sur leurs droits. Un reportage de Charlie Dagonia. Aujourd'hui, on a souhaité organiser le France Service Tour. Donc, c'est dans le cadre des journées portes ouvertes France Service. Donc, en fait, c'est vraiment faire connaître justement le service Espace France Service et avec nos partenaires, on peut les réunir au même lieu pour que les usagers puissent justement les rencontrer et pouvoir poser leurs questions sur leurs droits. L'objectif aujourd'hui pour la CAF est de vraiment venir à la rencontre de la population de Sainte-Rose pour faire le point par rapport à leur dossier et voir éventuellement les droits auxquels ils pourraient prétendre. Donc pour la CAF, c'est vraiment important justement que nous puissions aller vers nos allocataires. C'est vrai que ça peut être difficile pour eux de venir vers nous. Donc autant que faire se peut, on participe à ce genre d'événements avec les différents partenaires pour aller à la rencontre de notre public. C'est vrai qu'on s'est vraiment basé sur les partenaires avec lesquels on a signé. Donc les différents partenaires qui ont signé la convention France Service. Donc c'est vrai que nous, on a ouvert au mois d'août 2022 l'espace France Service sur Sainte-Rose. Et on a à peu près une dizaine de partenaires avec lesquels on a signé. Donc, ce sont des partenaires du service public. Mais aujourd'hui, on a souhaité également étendre la manifestation aux différents partenaires avec lesquels on travaille quotidiennement. Par exemple, dans le cadre de l'amélioration de l'habitat ou aussi par rapport à l'insertion des jeunes. Alors, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup déplacés pour le chèque énergie, puisqu'on a eu une campagne SMS qui les invitait à venir s'ils avaient un chèque énergie à enregistrer. Donc, ils se sont vraiment déplacés en masse, massivement, pour venir enregistrer leur chèque énergie. La préoccupation, je pense que vraiment, nous, on a voulu sur Sainte-Rose mettre un accent sur l'accès aux droits. Pour nous, c'est primordial, puisqu'on entend partout qu'il y a ce problème de précarité qui grandit sur le département. Et je pense qu'en commençant par, justement, avoir accès à ces droits, faire valoir ces droits, on diminue un peu cette précarité. Et là, justement, avec tous les acteurs qui sont présents aujourd'hui, c'est l'occasion, justement, que les personnes puissent faire leur démarche et avoir leurs droits et faire valoir leurs droits.
Et ce soir, nous recevons Christophe Agelan, réalisateur du film Les Mules Invisibles, un film inédit et 100% antillais. Bonsoir Monsieur Agelan. Bonsoir. Donc on dit que c'est un film inédit 100% antillais car la distribution ne compte que des acteurs antillais, c'est bien ça? Tout à fait. Très La distribution, les techniciens, les comédiens donc, et même l'idée originale en fait qui vient d'un monsieur qui s'appelle Jean-Michel Loutobi, et puis le scénario, tout est 100% antillais. Très bien. Donc Les Mules Invisibles, c'est l'histoire donc d'un trafiquant de cocaïne antillais qui revient en Martinique après avoir organisé l'approvisionnement de la filière en Amérique du Sud. Donc du coup, c'est aussi un retour pour lui au pays, donc il retrouve des amis d'enfance avec qui il va repartager des moments. L'idée justement de ce film, elle vient d'où? D'où ça vient tout ça? Alors, il faut que je fasse un petit peu de contexte en fait. Donc moi, je suis donc réalisateur et j'avais été appelé dans le cadre d'ateliers qui étaient réalisés par la Mille Nord. La Mille Nord, c'est la mission locale Nord, donc en Martinique. Et je devais aider des jeunes en fait à faire leur premier court-métrage, donc il y avait un timing, etc. Et à la fin de ces ateliers, le directeur de la Mille Nord, c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure Monsieur Loutobi, Jean-Michel Loutobi, il me dit, écoute, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin avec ces jeunes, pourquoi pas aller vers le long-métrage. Alors je lui dis à l'époque, un long-métrage, ça se fait pas comme ça prend du temps, c'est compliqué, faut écrire le sujet, faut travailler, etc. Pardon. Et en fait... il me donne le script, il me dit, écoute, si tu peux, tu regardes. Et à cette époque-là, nous, on travaille d'ailleurs toujours sur un de nos projets qui s'appelle Arifa, qui est également un long métrage. Donc on savait le temps qu'il faut, etc. Et avec mon associé, Nedeb, je lui dis, bon, j'ai reçu un script, je l'ai lu. Et je sais qu'on n'a pas le temps, mais il y a quelque chose, il y a un sujet, il y a un thème qui est assez sympa. Qu'est-ce que tu en penses? À cette époque-là, on devait donc partir à Cannes, on se préparait, c'était compliqué parce qu'il fallait justement aller faire des démarchages, etc. Il me dit, on n'aura pas le temps de toute façon. Mais comme il est comme moi, passionné, curieux, il lit. Et pareil, il me dit, ouais, il y a un sujet, mais il faudrait qu'on réécrive parce que faudrait qu'on retrouve des accroches. Bon, effectivement. Donc c'est ce qu'on a fait en fait. On l'a proposé donc au directeur de la Mille Nord en disant voilà, nous il faudrait qu'on réécrive, est-ce que ça vous pose un problème? Ils ont dit non, allez-y, pas de problème. Donc on a en fait Neneb, donc mon co-auteur, il a trouvé une belle idée qui était ce qu'on appelle de faire un film choral, donc des histoires croisées en fait avec des personnages. Et on part dans cette idée, donc on réécrit le scénario. Et donc on le propose, c'est validé, pas de problème. Il dit bon, ben on va y aller, hein, mais s'il faut y aller vite. Parce que en fait, pour faire un film, un long métrage, il faut aussi le dire, il faut des sous. C'est le nerf de la guerre. Et lui, il a mis le Nord, et il venait quand même en gros financeur, mais on s'est dit bon, donc si on y va, on a beaucoup réfléchi. Et à un moment donné, il y a un déclic, on se dit on y va. C'est un projet un peu fou parce qu'en fait, on se dit il faut y aller, il faut tourner avant août. Et à l'époque, on est donc à Jodésie, juste après Cannes, donc mai, avril-mai. Et donc, on a 3 mois, grosso modo, pour réécrire, pour trouver l'équipe, faire le casting, trouver les lieux, faire les repérages, monter, enfin tout ce qu'il y a à monter dans une production. C'est un avantage aussi, entre guillemets, que nous, on a, c'est-à-dire que nous, on a fait quand même pas mal de courts-métrages sur les 10 dernières années. Donc, c'est vrai qu'on a une certaine expérience sur certaines choses. Et on s'est dit, bon, ce ne sera pas un court-métrage, ça peut pas être un court-métrage, mais on a des ingénieries qui nous ont permis de réfléchir à comment ça aurait été possible de le faire en si peu de temps. Et en fait, à chaque fois qu'on a sollicité des techniciens, parce qu'on s'est dit, il faut une équipe qui soit chevronnée quand même, des gens qui ont de l'expérience. Donc, j'ai quelques anecdotes, mais notamment pour le directeur de la photo, Chris Burton, qui travaille à la fois en Martinique, en Guadeloupe, un peu partout. Quand moi je l'appelle, il me dit c'est quoi votre projet? Vous êtes des fous, n'importe quoi. Et plus il écoute, puis il me dit ouais, vous êtes des fous, mais je suis avec vous. Et donc, voilà, de fil en aiguille, pareil, au niveau du son, on a Gianni Aldo qui est venu, et qui a fait aussi la musique du film. Parce qu'on a une musique... En fait, on a un univers qu'on veut ancrer complètement dans le terrain, le pays. Nous, on fait du cinéma, j'allais dire, pour nous aussi, pour qu'on puisse se voir. D'où votre question de départ, finalement.
Oui, il n'y a que des comédiens locaux. Et ce qui est intéressant également, c'est de rajouter, parce qu'évidemment, comme la Mille Nord participait, d'avoir des jeunes, effectivement, dans les équipes. Et ce qui a été super, et je dirais qu'il y a encore génial, c'est que donc on a intégré certains jeunes, dont une, j'aime beaucoup la citer, Agnès Guicheron, qui a un des rôles, comme on voit sur l'affiche, qui est donc un des personnages principaux. Donc il y a une galerie de personnages, mais il y a des binômes de personnages. Et Agnès, elle avait cette volonté farouche de jouer, mais elle n'avait jamais joué. Donc elle était encadrée avec des comédiens quand même un peu plus expérimentés. Et c'est vrai qu'elle s'en est en tout cas sortie très 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 bien. Et donc on a ce film choral qui est ce qu'on appelle un thriller dramatique. Enfin voilà, c'est pas avec un rythme qui est particulier, mais effectivement qui en fait quelque chose d'authentique, puisqu'on a un film 100% Bocaille. Très bien. Et du coup, c'est un film c'était un petit projet qui est devenu un gros projet et qui aujourd'hui a été sélectionné dans 2 festivals, le Cinestar Festival en Guadeloupe, qui du coup s'est déroulé le 8 octobre, et le Chelsea Film Festival à New York qui aura lieu demain. Et il a déjà reçu un prix, puisqu'il a reçu hier soir le prix du public, justement du Cinestar International Film Festival. Donc pour vous, c'est une consécration? Nous, on est vraiment très contents, en fait. Et effectivement, c'est une consécration, parce que nous, on était déjà très contents, en fait, d'être sélectionnés. Donc, d'avoir le film qui passe en sélection et qui soit vu. On arrive, donc je suis venu avec Génial Lou, pareil, on est venu pour représenter, supporter un peu le film, parce que c'est sa première en salle, finalement. Et hier, à la cérémonie, moi, je suis très surpris et très content de voir que le film il est porté, en tout cas on reçoit ce prix et donc voilà, on est très content, on remercie évidemment le public. Moi j'ai envie de remercier, et je le fais tout le temps, les équipes qui ont été géniales, qui ont porté en fait le film avec une énergie extraordinaire, et j'ai l'impression que c'est ça encore qui est là, qui j'espère plaira aussi aux spectateurs, puisque savoir que le film actuellement il est en salle, enfin il sera en salle très bientôt. Très bien, justement, donc on va donner les dates. Donc je vous laisse donner les dates pour lesquelles les spectateurs pourront regarder ce film avant qu'on laisse un court extrait sur les écrans. Alors le film sera vu, ils seront dès demain au Cinestar. À 18h30, donc j'y serai, donc je repars samedi, donc j'y serai pour effectivement s'il y a des questions, je serai ravi de répondre aux spectateurs qui viendront, donc voilà, 18h30 la première séance, et après il est rediffusé lundi, si je ne me trompe pas, au Cinestar, il sera diffusé également au Moule. Le samedi, je donne les dates, je regarde, le samedi 21 donc à 18h, le mardi 24 octobre à 19h, et jeudi 26 où il y a une séance spéciale senior. Et puis au Lamentin également, au Ciné-Théâtre, le vendredi 27 octobre à 20h, le vendredi 3 novembre à 20h, le dimanche 5 décembre à 18h, et le jeudi 9 décembre à 18h. Et comme je sais qu'on est vu un petit peu partout quand même, parce que moi je regarde aussi de là-bas, il sort également en Martinique le 20, donc la semaine prochaine, le 19 avant-première, donc sorti le 20, et en Guyane le 27. Vous pourrez l'avoir sur vos écrans dès le 27. Très bien, merci beaucoup pour nous avoir parlé donc de ce film magnifique. On espère que vous pourrez tous pouvoir assister au moins à une séance pour découvrir cette distribution 100% NCS, ce film vraiment qui mérite, je pense, d'être vu par un grand nombre. Merci Monsieur Agelan. Merci beaucoup. Après Paris, la Guadeloupe aussi organise sa journée paralympique. Aujourd'hui, au Palais des Sports du Gosier, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport a accueilli plus de 500 personnes avec et sans handicap venues tester des disciplines sportives paralympiques. Établissements scolaires et établissements sociaux et médico-sociaux se sont prêtés au jeu. Un reportage de Maxime Morel. Aujourd'hui, effectivement, on organise la journée paralympique Guadeloupe. Il faut savoir que la journée nationale paralympique a eu lieu dimanche dernier à Paris, place de la République, pour le lancement de la billetterie lundi pour les Jeux paralympiques. Donc on a décidé en Guadeloupe de le faire 2-3 jours plus tard, en semaine, pour pouvoir accueillir à la fois
des scolaires et des établissements sociaux et médico-sociaux. Ça permet de montrer à l'ensemble des scolaires qui sont présents qu'on peut accueillir des personnes en situation de handicap dans les clubs sportifs en Guadeloupe. On a un léger retard, faut le savoir, sur la capacité à accueillir ces publics au niveau des clubs sportifs, des ligues et des comités. Donc c'était aussi pour montrer aux personnes en situation de handicap qui souvent restent chez elles quand elles ne sont pas en établissement, de se dire vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire, là il y a de la plongée sous-marine, il y a le stand, il y a de la boxe, il y a de l'haltérophilie avec Fitness Park, le badminton, le tennis de table, voilà, toutes les activités sont adaptables au handicap. C'est important dans la mesure où je suis référente académique de l'inclusion scolaire en EPS. Donc cette journée était l'occasion pour les élèves en situation de handicap, les élèves à besoins particuliers, qu'ils soient en inclusion dans les écoles ou dans les IME, puissent participer à des activités liées au paralympisme. Il y a des choses à faire et que malgré peut-être l'handicap ou les difficultés, on peut s'en sortir, et le sport est une voie qui peut nous aider à nous en sortir. Alors peut-être pas pour tous effectivement, mais s'il y en a quelques-uns qui peuvent prendre cette voie et s'en sortir, pourquoi pas. Le sport, je ne veux pas dire que ça m'a sauvé, mais ça m'a permis de réorienter mon énergie, parce qu'il y a ma famille qui joue aussi là-dedans, donc je ne peux pas leur retirer aussi tout le mérite qu'il y a derrière, mais c'est une voie que ça permet de se canaliser. Et comme je dis, même malgré certaines difficultés, on peut avoir des soucis. Après une bonne séance de sport, on prend du recul, on relativise. Et peut-être qu'on fera un meilleur choix que si on avait réagi à chaud. C'est un modèle à suivre et d'ailleurs je le remercie parce qu'il est venu dans les écoles et là il est présent sur cette manifestation et ça permet aux gens qui sont en situation de handicap de constater qu'on peut avoir une carrière en tant que sportif de haut niveau et que les portes sont ouvertes. Il y a des clubs qui accueillent le public à besoins particuliers et qu'au-delà du judo il y a d'autres activités, mais là on a un champion à motiver, à porter pour les JO en espérant qu'il va nous rapporter une belle médaille. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.